Alors bonjour à tous, on va essayer de commencer à l'heure parce que c'est une grosse journée, il y a pas mal de choses. Donc moi je suis Claire Morelli, la directrice du portail BG2S. Donc Biosciences, Géosciences, et je vais vous présenter rapidement le portail. Cette journée est organisée par le SOI, le service d'orientation et d'insertion des étudiants, dont vous avez certains représentants ici, voilà, qui vous accompagnent avec des étudiants toute la journée pour vous guider et que vous puissiez assister à un maximum de conférences. L'idée donc c'est qu'on part pour maximum 45 minutes, mais ça devrait prendre un petit peu moins de temps pour qu'après je puisse répondre aux questions générales dans cet amphi. Et à 9h45, à la fin du temps qui nous est accordé, il faudra, pour ceux qui ont des questions plus personnelles ou qui veulent rencontrer des enseignants dans certains parcours, se déplacer dans l'amphi 7 qui est à côté, je vous redirai ça à la fin. Et là, donc, des étudiants, des collègues pourront répondre à toutes vos questions. Voilà, mais on va essayer déjà de balayer un maximum de questions un peu génériques dans cet amphi. Voilà, donc ici on est donc au niveau du portail Biosciences Géosciences. C'est une première année de licence. Alors une licence, c'est une formation en 3 ans. Déjà, ce qu'il faut bien savoir pour les étudiants, enfin les lycéens qui hésitent, c'est qu'à la fin d'une licence, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas aller travailler. C'est une formation qui est faite pour être poursuivie par un master, donc 2 années de plus de formation. Et à Bac plus 5, là vous pouvez aller travailler dans l'industrie, dans la recherche, etc. Pour les étudiants qui souhaiteraient quand même faire des études courtes mais qui sont intéressés par la licence, il existe une 3e année qui est la licence pro qui vous permet de quitter l'enseignement supérieur et de vous intégrer dans l'industrie. C'est l'équivalent de ce que proposent les BUT. Donc une formation en 3 ans. Voilà. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de lycéens qui hésitent encore entre les différents parcours. Donc nous, le portail Biosciences et Géosciences, donc première année, il est adossé à 3 mentions de licence, c'est-à-dire qu'à partir de la 2e année, donc pour la L2 et la L3, 2e et 3e année, il faudra choisir entre les sciences de la Terre, donc la géologie, les sciences de la vie et de la Terre, c'est-à-dire un parcours mixte qui est en fait le parcours pour devenir enseignant, pour préparer le CAPES, l'agrégation, ou alors les sciences de la vie, donc qui est le parcours avec de la biologie. Voilà, donc cette orientation, elle se fait à la fin de la première année. Ce qui fait que votre première année, en fait, elle vous sert à découvrir un petit peu tous les domaines en lien avec la biologie et la géologie. Finalement, vous allez avoir des matières qui correspondent plus ou moins aux thématiques, pour ceux qui suivent la spécialité SVT ou même l'enseignement scientifique, aux thématiques que vous avez en SVT. Donc on fait... En biologie, on va faire de la génétique, de la biologie cellulaire, de la biochimie, des études de biodiversité, les études des organismes animaux, végétaux. En géosciences, on va faire de la cartographie, des sciences de l'évolution, de la sismologie, de la vulcanologie, de la pétrologie, voilà. Et puis, bien sûr, ça reste des sciences, donc il faut des maths, de la physique et de la chimie. Donc on a à peu près un tiers de la formation qui correspond à maths, physique, chimie. Donc ça, sont pour les enseignements scientifiques. Donc 80% d'enseignements scientifiques dans la formation et ensuite 20% d'enseignements transversaux. Donc ces enseignements transversaux, ça comprend du sport, de l'anglais, mais aussi des projets d'accompagnement sur les perspectives de métier des étudiants, des ateliers, enfin des accès pour réfléchir à son CV, pour trouver des stages, voilà, donc pas mal de choses en lien avec l'orientation et le fait de se projeter dans un métier, dans une formation, parce qu'on sait que c'est un facteur important de la réussite. Pour les étudiants qui sont ici et qui souhaiteraient le parcours Accès Santé, donc ce qu'on appelle la LAS, la licence Accès Santé, ce sont ces enseignements transversaux qui sont remplacés par les modules Accès Santé. D'accord, donc les étudiants de l'AS, il y a une conférence à 12h, j'ai une diapo avec l'heure exacte et l'amphi. Ces étudiants qui veulent faire le parcours Accès Santé, ils ont les 80% d'enseignement scientifique comme tout le monde, la même licence. Il faudra aussi qu'ils choisissent éventuellement une EL2, une EL3 s'ils ne partent pas en santé et qu'ils ne sont pas sélectionnés au concours. Et ce sont simplement ces enseignements transversaux qui sont retirés de la formation et remplacés par une formation en santé.
Alors, quand on fait de la géologie, voilà, je vous ai remis ici les différents éléments dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, par exemple, oui, ce dont j'ai pas parlé, les risques naturels, la structure de la Terre, les grandes crises biologiques, tout ça sont des thématiques que vous avez déjà touchées du doigt au lycée et qui vont constituer le cœur de l'enseignement de géosciences de l'année prochaine si vous nous rejoignez. Donc, c'est la géologie 10% seulement de la formation, mais il y a une option pour doubler cette quantité de géosciences pour passer à 20% des enseignements qui constituent la géologie si vous êtes intéressé par ce parcours. Parce que il ne faudrait pas qu'un étudiant qui veut faire de la géologie trouve qu'il y a trop de biologie, inversement que les étudiants qui veulent faire de la biologie trouvent qu'il y a trop de géologie. Donc on a comme ça une modulation qui peut se faire sur cette première année pour prendre un peu plus de géosciences à la place de la biologie pour certains étudiants qui seraient intéressés. En biologie, donc, on a plusieurs disciplines, plusieurs unités d'enseignement. C'est l'équivalent des matières à l'université. Et les grandes thématiques qui sont abordées, donc, ce sont les grandes fonctions biologiques, fonctionnement du cœur, fonctionnement du système digestif, toute la génétique, donc la génétique mendélienne, on va faire des croisements, des tableaux de croisement, étudier des maladies génétiques, faire de la génétique moléculaire aussi, l'organisation de la cellule, bien évidemment, et puis toute la partie biochimie. Donc, études des sucres, des lipides, des protéines, de l'ADN, voilà. Et on a une formation sur la diversité des organismes, donc études des végétaux, études des animaux. On va faire des coupes au carmine vert que certains ont peut-être déjà fait au lycée, voilà. Alors, comment ça s'organise les enseignements de licence? Eh bien, il y a des cours magistraux. Alors souvent, c'est ce qui inquiète un petit peu les lycéens qui arrivent. Donc les cours magistraux, on est dans une configuration comme ça. Donc vous en avez à peu près un gros tiers de la formation, 35% de la formation sont des cours magistraux. Donc avec un enseignant et puis les étudiants viennent. Mais c'est vraiment, on va dire, simplement le socle de la connaissance et des contenus qui passent par ces cours magistraux. Ensuite, bien évidemment, dans chaque matière, il y a des séances de travaux dirigés, des séances de travaux pratiques, des sorties de terrain, des projets tutorés en fonction des différentes matières pour mettre en application et maîtriser les différents savoirs des amphithéâtres. Voilà, donc on a la majorité sont des travaux dirigés, donc 45% de travaux dirigés. Quand vous êtes en travaux dirigés, vous êtes dans une salle de classe avec un enseignant et 38 étudiants maximum, sachant qu'en général, on tourne plutôt autour de 32, 33 étudiants par groupe. Voilà, mais le max, c'est 38 officiellement. Ensuite, on a 15% de travaux pratiques. Alors, ces pourcentages augmentent au fur et à mesure des années. Bien évidemment, en première année, il y a à peu près 750 à 800 étudiants. Donc, vous imaginez bien que faire des séances de travaux pratiques avec le matériel, avec disponibilité des salles, ça a un coût aussi. Donc, il y a assez peu de travaux pratiques en première année et ça augmente petit à petit. Mais on est quand même à 15%, ce qui n'est pas négligeable. Dans toutes les matières, il y a des travaux pratiques, à part en mathématiques. Sinon, toutes les autres disciplines font des séances de travaux pratiques. Et là, ce sont des groupes de 18 étudiants maximum. En général, ça tourne autour de 15 étudiants, avec un enseignant, voire 2 enseignants dans certains cas. Voilà. Et puis, les sorties de terrain. Alors, le 5% de sorties de terrain, malheureusement, il est surtout pour les étudiants qui ont choisi l'option géosciences, où il y a beaucoup de sorties de terrain en géosciences. Il y a 5 jours de terrain. Pour les étudiants qui s'orientent plutôt vers la biologie, on a des sorties. On a une sortie botanique au parc de la Tête d'Or. On a différents terrains ensuite qui sont plutôt en L2, en L3 pour ceux qui ont choisi la filière sciences de la biodiversité. Voilà, la moyenne d'enseignement, c'est à peu près 23 heures par semaine. Alors ça, c'est une moyenne sur le semestre, mais en réalité, c'est pas homogène sur l'entièreté du semestre. En début de semestre, il y a énormément de cours magistraux. C'est le principe de l'université. D'abord, on transmet des connaissances aux étudiants avant de commencer à les mettre en application. Les cours magistraux déclinent au fur et à mesure, puis les TD et les TP augmentent. Et en fin de semestre, souvent, c'est un petit peu plus allégé en termes de planning pour commencer à préparer les examens qui sont en fin de semestre. Donc c'est 23 heures, c'est la moyenne, mais ça peut tourner à presque une trentaine d'heures en milieu de semestre et plutôt à une quinzaine d'heures en fin de semestre.
Alors, ce qui vous intéresse souvent, c'est Parcoursup, puisque ça vient d'ouvrir et que certains sont en plein questionnement. Donc, pour pouvoir postuler chez nous, il faut donc candidater en licence portail BG2S. Si vous tapez biosciences, géosciences, biologie, géologie, SVT, normalement, avec tous ces mots-clés, vous retombez sur cette formation. Mais bien évidemment, il y a pas mal de formations à Lyon et donc il faut être un peu vigilant et vérifier bien une fois que vous pensez être au bon endroit qu'il y a bien l'intitulé portail biosciences géosciences. Dans ce portail qui compte comme un vœu, vous avez 2 sous-vœux possibles et vous n'êtes pas limité, donc on vous conseille, notamment si vous voulez faire l'accès santé, de demander aussi l'accès classique, la formation classique sans l'accès santé. D'accord. Donc voilà, vous mettez portail biosciences géosciences et ensuite vous choisissez vos sous-vœux. D'accord. Donc sous-vœux avec accès santé ou sous-vœux sans accès santé. Donc avec accès santé, c'est la LAS. D'accord. Donc c'est là où la transversale est remplacée par les modules d'accès santé. Une fois que vous avez fait vos vœux, nous on récupère donc les dossiers dans Parcoursup. On a un algorithme qui classe les dossiers. Tout le monde est classé au même titre. Les étudiants qui demandent l'AS ou qui demandent le parcours plus classique sont classés en même temps. Il n'y a pas de liste à part pour ces étudiants de l'AS. On fait un classement total et ensuite, en fonction des sous-vœux que vous avez faits, vous êtes appelé soit pour l'accès santé, soit pour l'absence d'accès santé. Et on appelle les étudiants au fur et à mesure de leur classement. D'accord ? Et donc, avec ça, vous pouvez avoir 2 réponses dans Parcoursup. Une réponse oui, qui dit que vous êtes pris, et une réponse oui si qui vous oriente vers un parcours aménagé où la première année se fait en 2 ans. Donc ça, ce parcours aménagé, c'est à destination en particulier des lycéens qui n'ont pas fait de sciences beaucoup en terminale ou en première, qui viennent de bac pro, qui viennent de certains bacs techno qui ne sont pas adaptés à la biologie et donc on leur propose d'étaler leur première année sur 2 ans. Cette réponse oui ou oui si, elle n'est pas immuable. C'est-à-dire qu'un étudiant qui serait pris en oui, mais qui arriverait en disant « mais moi, je pense que vraiment, ça va être trop compliqué cette année de franchir la marche de l'enseignement supérieur », on peut le passer en oui si et lui étaler son année à sa demande. C'est le cas aussi des étudiants qui travaillent, des étudiants sportifs de haut niveau, artistes de haut niveau, des étudiants en situation de handicap. Donc on peut facilement faire ça. À l'inverse, ceux qu'on a mis en oui si parce que le profil nous indiquait que c'était ce qui était le plus conseillé, si l'élève a une bonne raison de dire mais non, il y a une erreur de casting, en fait moi je serais mieux dans le parcours classique, bien évidemment c'est possible aussi. L'idée c'est de s'adapter. Donc c'est une réponse institutionnelle, mais ensuite au moment de la rentrée, on peut bien évidemment discuter avec les étudiants. On discute avec les étudiants d'ailleurs pour voir si tout est OK pour eux. Peut-être que je peux tout de suite évacuer la question de l'accessibilité, du nombre de places, etc. Donc nous, on a à la louche, on va dire 560, 570 places pour le parcours classique et 150 places en LAS pour entre 6 et 7 000 dossiers. Voilà. En général, on appelle tout le monde. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, le fait d'avancer la liste, quand on arrive à la rentrée de septembre, tous les étudiants qui étaient encore inscrits, qui attendaient une réponse, en général sont appelés. Sauf l'année dernière où on a eu un peu plus de dossiers, un peu plus d'étudiants qui sont venus et donc on a 300 étudiants à la fin de la liste qui n'ont pas été appelés. Voilà, donc on ne peut pas vous garantir une place, bien évidemment, ça dépend de votre profil, mais si vous avez un bac avec des options, enfin des spécialités scientifiques et un bon niveau, vous avez quand même de bonnes chances d'être accepté si vous souhaitez venir chez nous. Voilà. Mais bien évidemment, ça dépend de la pression chaque année, du niveau des étudiants, enfin des élèves, des dossiers, du nombre de dossiers, voilà. Donc finalement, à l'issue de Parcoursup, 3 possibilités chez nous, le cursus licence accès santé, le cursus classique ou le cursus aménagé. S'il y a des questions là-dessus, on y répondra après. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant réussit chez nous? Donc, les taux de réussite, souvent, si vous regardez les taux de réussite apparents, c'est-à-dire si on prend tous les inscrits et combien réussissent, on est autour de 40% de réussite. C'est-à-dire qu'il y a 40% des étudiants qui arrivent chez nous qui réussissent la licence en 1 an. Donc là-dedans, bien évidemment, il
Il y a en plus tous ceux qui redoublent, tous ceux qui ont demandé un aménagement d'études, donc on l'a dit, les personnes en situation de handicap, les sportifs, etc. Et il y a aussi tous les étudiants qui sont jamais venus, c'est-à-dire qui sont inscrits, qui ont une carte d'étudiant et puis qui finalement voulaient un statut étudiant et repartent. Si on enlève les étudiants finalement qu'on n'a pas vraiment vus pendant l'année, qui ne se sont pas impliqués dans la formation, qui n'ont pas été présents aux examens, etc., on est plutôt autour de 60-65% de réussite. Voilà. Donc chez nous, les étudiants qui travaillent réussissent. On a une très très forte corrélation. Si on a un informaticien qui a étudié les données il y a 2-3 ans, et vraiment les étudiants qui sont présents réussissent. Voilà, il n'y a pas tellement de mystère. Donc le premier élément, c'est le travail et l'assiduité. C'est-à-dire si vous êtes en cours, il n'y a aucune raison que vous ne validiez pas. Après, pour venir en cours et pour travailler, il faut être motivé et ça, c'est vraiment important de réussir à se projeter. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine comme L2, comme L3, comme master, comme métier éventuellement? Donc c'est important de vous poser toutes ces questions parce que plus vous saurez pourquoi vous êtes là, plus ce sera facile pour vous de vous accrocher, de rester motivé toute l'année. Bien évidemment, il y a aussi le bien-être de l'étudiant qui joue. Donc là, bon, il y a les parents, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Certains d'entre vous ont des vies compliquées, ont des parcours personnels compliqués, ont plein de raisons de ne pas prioriser leurs études. Et donc ça, on l'entend aussi. On a des référents bien-être, on a des cellules d'accompagnement, on a la mission handicap qui donc accompagne les étudiants qui ont des difficultés de santé ou des difficultés psychologiques. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun puisse avancer à son rythme et se sentir bien sur les bancs de la fac. Et si ça vous prend 2 ans pour faire la première année, ou 3 ans, en fait, dans 10 ans, vous n'y penserez plus, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'être bien, de savoir pourquoi vous êtes là et de vous impliquer dans votre formation à la mesure de ce que vous pouvez faire. Et puis, bien évidemment, l'intégration joue beaucoup. Donc, on a aussi des étudiants qui sont des parrains. On a du tutorat pour que les étudiants se rencontrent, puissent travailler ensemble. On a une bibliothèque universitaire avec plein d'espaces de travail dédiés pour les étudiants, pour que facilement ils puissent réserver des salles, réviser en groupe. Donc, l'idée, c'est de créer une dynamique et que vous ne soyez pas seul pendant vos études. Voilà. Souvent, on pense à la fac en disant oui, il y a des grands amphis, on ne se croise jamais. C'est pas tellement vrai finalement. Les étudiants ont des référents pédagogiques. Ces référents pédagogiques, ce sont des enseignants qui suivent une trentaine d'étudiants de première année. Ils connaissent nos numéros de portable, ils savent où sont nos bureaux, on échange avec eux. Quand ils sont perdus, ils nous appellent pour l'orientation, pour les notes, pour la motivation. Donc tout ça, c'est plus... on est loin de l'image qu'on a souvent de l'université où les étudiants sont lâchés dans la nature. Donc pour tous ces dispositifs d'accompagnement, c'est ce que je disais il y a un instant, donc on a des parrains qui sont en 2e ou en 3e année et qui viennent accompagner les étudiants de première année qui le souhaitent sur le début de l'année, donc en gros jusqu'aux vacances de la Toussaint, pour leur faire découvrir le campus, pour leur expliquer un peu les outils numériques, enfin tout ce qui pourrait leur poser souci. On a un tutorat. Alors ce tutorat, il y a 2 formes de tutorat. Il y a un tutorat pour l'accès santé, qui est géré par médecine, pour accompagner les étudiants qui vont faire l'AS dans la réussite du concours. Et puis on a un tutorat sciences qui aide sur les UE classiques, les 80% d'UE classiques, qui sont des étudiants de L3, de master, qui là font des séances de révision, des séances d'explication. Tout ça, bien sûr, c'est gratuit et c'est sur inscription et les tuteurs réexpliquent aux étudiants les choses qu'ils n'ont pas compris, font des séances d'anal avant les examens, voilà. Et donc des enseignants référents qui suivent les étudiants là pour le côté institutionnel, l'orientation, accompagner par exemple pour ceux qui ont besoin de dispenses d'assiduité, les étudiants, les collègues référents pédagogiques les accompagnent, voilà. En ce qui concerne donc la partie accompagnement avec le service de santé étudiante et la mission handicap, donc là c'est toute la partie à la fois suivi médical pour les étudiants qui seraient loin de chez eux et qui auraient besoin d'un suivi de santé. Donc on a des médecins, on a des psychologues, on a des psychiatres, on a des infirmières qui sont sur le campus dans un bâtiment dédié. Les étudiants peuvent y aller et faire tous leurs soins de santé sur place. On a donc ce service de santé qui suit les étudiants en situation de handicap pour l'aménagement, les tiers-temps, voilà, tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour bien vivre
votre métier d'étudiant. Et puis, bien évidemment, on est une université inclusive et l'idée, c'est donc d'éviter toute forme de harcèlement ou de discrimination, quel qu'il soit. Et donc, on a aussi une plateforme de signalement si jamais des étudiants se sentent malmenés ou pas à leur place sur les rangs de l'université pour pouvoir les accompagner là-dessus. Autre dispositif d'accompagnement, donc c'est le SOA dont on parlait au début, qui organise ces journées et qui sont là pour la partie plutôt accès à des stages, découverte des métiers. Donc dès lors qu'un étudiant se pose des questions sur ce qu'il veut faire plus tard, le SOA est là pour l'accompagner. Il y a tout un tas de formations. Là, il y a des formations pour pouvoir gérer son CV avec des IA, parce que finalement maintenant les recruteurs ils passent aussi les CV dans des intelligences artificielles pour débriefer, dépiler les CV qu'ils reçoivent. Donc le SOA forme les étudiants à ça pour savoir quels mots-clés on peut mettre, comment mieux communiquer là-dessus. Pour les étudiants qui veulent faire le parcours veto, trouver des stages, le SOA peut les accompagner pour la rédaction des conventions de stage, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, informelle un petit peu de l'université. Alors concrètement, si vous décidez de venir, si tout ça vous a convaincu et que vous avez un dossier qui vous permet d'être accepté, voilà ce que ça va donner. Vous avez donc votre première année commune dont j'ai parlé juste avant. Ensuite, vous allez choisir en deuxième année, on l'a dit, sciences de la vie et de la terre ou sciences de la terre. Et une fois que vous serez en deuxième année, vous pourrez commencer à prendre des options pour accéder à un des 13 parcours de licence qu'on propose. Donc là, on vous a mis la liste. Donc, des choses que vous connaissez, biochimie, donc toutes les molécules chimiques, biologie cellulaire, génétique, la microbiologie, ça va aller, c'est l'étude des micro-organismes, donc par exemple les productions alimentaires, la fermentation, l'étude des sols, donc les neurosciences, les sciences du végétal, on l'a dit, toute la partie sciences de la terre, et on a aussi une filière bioinformatique. Donc pour les étudiants, les lycéens qui aiment les maths et la biologie, c'est une filière où il y a vraiment du plein emploi, parce que c'est voilà, toutes les personnes qui savent manipuler des données trouvent facilement du travail. Donc on a cette filière-là. On a un parcours qu'on appelle biosciences. Ça, c'est un parcours qui est cohabilité avec l'École normale supérieure de Lyon, qui est un parcours sélectif pour les étudiants qui ont un très beau niveau et qui souhaitent poursuivre leurs études à l'ENS. Donc le parcours géosciences qui est aussi cohabilité avec l'ENS pour la L3 et un parcours géonat, risque naturel, environnement qui là est de la géologie plutôt appliquée au terrain. On a ensuite un parcours de physiologie humaine et animale qui est adossé notamment à des masters de cancérologie. Et puis, donc, sciences de la biodiversité pour tous ceux qui auraient plutôt la fibre écologiste et qui veulent aller donc explorer les sciences du vivant, notamment avec beaucoup de terrain et de différents aspects d'études de la biodiversité. Pour ceux qui ne veulent pas poursuivre en master et donc faire la licence classique jusqu'au bout, il y a donc les licences pro. On a 5 parcours de licence professionnelle qui sont disponibles donc, chez nous à Lyon 1, mais par contre, il y a énormément d'autres licences professionnelles disponibles ailleurs, notamment les 3e années de BUT qui sont souvent accessibles et qui permettent des passerelles. Les journées portes ouvertes de l'IUT, il y en a une partie aujourd'hui, une partie demain. N'hésitez pas à aller voir aussi, ils ont des formations très intéressantes. Et donc là, on a des choses en lien avec la biodiversité à nouveau, la pollution, toute la microbiologie industrielle, puisque là, on recherche énormément de techniciens dans ces domaines-là. Bien évidemment, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, donc les choses un petit peu plus classiques, on va dire, de la biologie. Et puis, on a un lien plutôt avec la physiopathologie. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas se destiner à une carrière médicale, mais qui, par contre, sont intéressés quand même par le domaine de la santé, on a cette licence pro-là. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, traditionnelle. Après, un certain nombre d'entre vous sont ici parce qu'ils s'intéressent à la formation de vétérinaire et à l'entrée en école vétérinaire. Donc, il y a une conférence à 13h40 là-dessus, animée par Madame Segretin qui s'occupe de cette filière. Et donc, effectivement, on propose, nous, en 2e année, sur sélection, un accès à la préparation au concours d'entrée à l'école nationale vétérinaire. Ce concours B, c'est un concours différent du concours auquel ont accès les étudiants qui vont en BCPST, en prépa. Et donc,
Il y a voilà, environ 60 à 70 places selon les années, avec à peu près 10 fois plus de candidats que de places. C'est un concours qui est très sélectif et donc nous, on fait une deuxième année renforcée, c'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir finalement la licence qu'ils veulent, la L2 qu'ils veulent. En général, c'est physiologie, parce que ça a du sens avec la santé animale, ou alors biodiversité, qui a aussi du sens. Voilà, donc ce sont les deux parcours privilégiés. Et les étudiants qui choisissent ces parcours de physiologie ou de biodiversité ont un renforcement en chimie, puisque le concours vétérinaire de la voie universitaire, le concours licence, c'est une épreuve de chimie. C'est la seule épreuve. C'est votre dossier universitaire qui compte pour la note globale. Et ensuite, il y a une épreuve de chimie et après des oraux, des épreuves de sciences et société, des questions professionnelles. Et donc, il faut faire énormément de stages. Pour accéder à cette préparation, nous, on prend seulement 24 candidats. Parmi nos L1, mais aussi quelques extérieurs. Et donc, il y a une autre plateforme que vous découvrirez dans un an éventuellement, qui s'appelle e-Candidat, qui est une plateforme de réorientation. Quand vous voulez, par exemple, vous êtes en première année classique, vous voulez aller en LAS, en L2, il faut passer par les candidats. Vous voulez rentrer en veto, il faut passer par les candidats. Vous voulez vous réorienter dans une licence pro, il faut passer par les candidats. Donc, c'est le Parcoursup du supérieur. Voilà. Ceux qui sont à leur place n'auront peut-être pas besoin de s'en servir. Si vous êtes là et que vous voulez rester là, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas besoin des candidats. Voilà, donc on sélectionne 24 étudiants à la fin du L1 sur la base des notes. En gros, il faut avoir plus de 12 de moyenne générale pour pouvoir prétendre accéder à cette formation. Et puis, pendant l'année de L2, on vous forme au concours. Voilà, vous pouvez le passer en L3 en candidat libre si vous le souhaitez. Mais nous, on prépare que en L2 et le concours est accessible à partir de la fin de la L2. Donc s'il y a des questions là-dessus, on pourra y répondre à la fin. Et puis, il y a une conférence dédiée à 13h40. Alors, pour ceux qui sont venus au salon de l'étudiant, vous en avez peut-être déjà discuté avec les personnes que vous avez vues, mais souvent, la question qu'on nous pose, c'est quel métier? Qu'est-ce qu'on fait avec une licence? Donc, je l'ai déjà dit, on fait rien. Vous avez accumulé des connaissances et des compétences, mais vous n'êtes pas au niveau techniquement pour concurrencer des étudiants de BUT, par exemple, qui, eux, ont beaucoup plus d'expérience pratique et technique. Par contre, vous avez un solide bagage scientifique qui vous permet de passer à la mise en application au niveau du master. Alors bien évidemment, il y a, vous l'avez vu, énormément de parcours et chacun des parcours a 1 à 2 masters associés avec les enseignants de licence qui pilotent aussi les masters. Donc il y a énormément de débouchés, ce qui fait que vous dire quel métier on peut faire, c'est un petit peu compliqué. On peut parler des différents domaines dans lesquels vous pouvez travailler. Donc là j'en ai mis quelques-uns, biotechnologie, agroalimentaire, environnement, bien sûr la recherche, puisque nous travaillons avec des enseignants-chercheurs et il y a des labos de recherche qui sont au sein de l'université. Bien sûr l'enseignement, puisque la plupart sont enseignants-chercheurs. Tout ce qui est monde donc animal, végétal, les géosciences et la santé. Donc ça, ce sont des domaines. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un master, vous avez un niveau cadre, un bac plus 5. Donc en fait, ici, si vous venez en licence, votre objectif, c'est pas de vous arrêter à bac plus 3 pour avoir le statut de technicien, mais c'est bien d'aller à bac plus 5 pour avoir un niveau équivalent ingénieur, voilà, un niveau cadre. Ça veut dire que vous allez peut-être un peu manipuler, mais essentiellement encadrer des projets, voilà, coordonner des équipes. Donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers que si vous êtes technicien, où là vous allez plutôt être à la paillasse en fait, manipuler plus. Voilà. Alors, petite exception pour les métiers de la recherche, où ça dépend un petit peu de l'avancée dans votre carrière, pour avoir une balance entre la recherche, le financement, la publication et la paillasse. Donc c'est un petit peu moins catégorique dans ces types-là. Alors là, je vous ai mis des métiers, mais je ne sais pas si c'est très lisible parce que c'est un peu petit. Pour ceux qui iront poser des questions après dans l'amphi 7, on a des posters qui recensent justement tous les métiers accessibles. Donc vous pourrez jeter un œil, on les a mis sur le tableau, donc dans l'autre amphi. Ici, quels exemples on peut donner? On a pas mal d'étudiants qui vont par exemple travailler dans l'environnement, dans des collectivités territoriales.
Donc souvent, quand vous êtes une collectivité territoriale, vous avez besoin d'autorisation, par exemple pour construire une route, pour faire passer une voie ferrée, pour implanter un bâtiment, avec maintenant des études de sol, des études de biodiversité qui sont obligatoires. Et donc on a pas mal d'étudiants qui vont travailler dans ces bureaux d'études, qui réalisent toutes ces études-là. C'est un domaine qui est assez peu investi par les écoles d'ingénieurs et donc on n'est pas vraiment en concurrence avec les écoles d'ingénieurs parce qu'on ne forme pas de la même façon et dans les mêmes domaines. Donc c'est un petit peu différent, on est souvent en parallèle. En termes de géosciences, on a du coup ici une autre diapo avec des exemples d'étudiants géologues. Donc qui font de la cartographie numérique par exemple. On a Alice, elle qui est data scientist parce qu'elle aimait bien donc tout ce qui était numérique et qui gère des données de géotechnie. On a l'exemple de Morgane, donc qui est ingénieur d'études en environnement dans un bureau d'études, comme je le disais tout à l'heure. Ces étudiants-là ont fait des études en géosciences, mais on a tout à fait le même genre d'exemples pour ceux qui sont en biodiversité, qui ont fait le parcours biomaths. Voilà. Donc on a des débouchés. Finalement, la filière presque où il y a le moins de débouchés, c'est la recherche, parce que les places sont chères, qu'il faut faire une thèse, ensuite un post-doctorat, etc. Mais dans l'industrie pharmaceutique par exemple, dans le bassin lyonnais, il y a énormément d'entreprises et ils recrutent beaucoup de nos étudiants qui ont fait des masters en pharmacologie, pharmacodynamie, cosmétologie, etc. J'en profite pour vous signaler que pour ceux qui sont intéressés par les sciences de la Terre, donc la géologie organise des portes ouvertes le 31 janvier. Voilà, vous avez les infos ici. Donc si vous voulez, c'est sur le campus aussi dans leur bâtiment. Ils ont pas mal de structures qui peuvent vous faire visiter. Et pour les futurs géologues, allez-y, vraiment, ça vous permet de rencontrer les équipes. C'est des toutes petites promos d'une trentaine à une cinquantaine d'étudiants. Donc c'est pas la même ambiance que nos grosses promos de biologie. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors, le campus, là, pour ceux qui sont intéressés, à l'issue des questions dans l'amphi 7, certains étudiants vont être là et proposent à ceux qui le souhaitent un petit tour du campus. Alors, ce sont les étudiants, sur leur temps libre, sur la base de ce qu'ils ont envie de vous montrer, qui peuvent vous faire visiter le campus pour vous montrer les différents lieux auxquels ils tiennent, où est-ce qu'ils passent, où est-ce qu'ils prennent leur repas, où est-ce qu'ils travaillent, les différentes salles, les amphis, etc. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, des étudiants vous proposeront ça à l'issue des questions, enfin, pendant les questions, il faut se rendre dans l'amphi 7 et on organisera des petits groupes sur la base du nombre de lycéens qui sont volontaires. On a certains bâtiments qui sont rénovés. Bon, là, vous êtes dans les amphis pas rénovés, donc vous voyez le pire de l'université. Il y en a plein d'autres qui sont beaucoup mieux que ceux-là, mais de toute façon, vous voyez que bon, il y a de la lumière, il fait chaud, on est pas mal, on arrive à travailler correctement. On a pas mal de nouveaux bâtiments sur ce qui s'appelle le plan campus, un accès aussi qui va être développé avec le nouveau tram. Donc, en termes de localisation des étudiants, ils peuvent facilement habiter à l'extérieur du campus et c'est accessible très facilement. Et les infrastructures comme la BU permettent de bosser efficacement sur le campus sans avoir à rentrer chez soi s'il y a des gros trous dans les enseignements. Donc en général, c'est plutôt propice. Bien évidemment, on a la chance d'avoir les STAPS qui sont à côté de nous, donc la fac de sport, et donc on a plein d'infrastructures et plein de collègues, ce qui fait que les étudiants peuvent faire tout un tas de sports, à la fois dans leur formation, mais aussi en parallèle, en loisirs à côté, et utiliser les infrastructures du campus. Et bien évidemment, on fait aussi pour les étudiants en situation de handicap du handisport et puis des compétitions pour tous ceux qui seraient en niveau, avec un niveau un peu plus élevé que la moyenne dans certains sports. On a des compétitions universitaires auxquelles participent nos étudiants avec de très bons résultats d'ailleurs. Et enfin, on termine avec ça, on est une université scientifique, mais on a aussi dans le bâtiment, juste en face quand vous sortez le bâtiment Astrée, un théâtre où il y a très régulièrement des représentations. Et donc, nos étudiants sont à la fois, des fois, les auteurs des différents spectacles qu'on peut aller voir, mais on a aussi des compagnies qui viennent s'installer, différents spectacles, et tout ça, bien évidemment, à des coûts tout à fait réduits. Enfin, c'est gratuit pour les étudiants, et puis c'est assez peu cher pour les familles qui veulent venir également. Et voilà, donc l'idée, c'est que les étudiants qui vivent sur le campus aient quand même un accès à la culture privilégiée, parce
parce que nous, on ne fait pas de bons scientifiques sans avoir un lien avec le monde qui nous entoure et la culture en fait partie. Voilà pour les généralités, on va dire. Je vous remets, donc il nous reste une petite dizaine de minutes pour répondre aux questions génériques et après les cas particuliers, donc ce sera dans l'amphi à côté. Je vous remets ici le planning rapidement. Donc simplement, en ce qui nous concerne, si vous êtes intéressé par la physique, par les maths, vous pouvez rester dans cet amphi. Donc après, il y aura l'amphi de physique, puis ensuite celui de maths. Si vous êtes intéressé par les LAS, donc il faudra revenir dans ce bâtiment à 12 h et les étudiants et les collègues du SOA qui vous orientent vous indiqueront. Et puis ensuite, si vous êtes intéressé pour la licence sciences pour la santé, donc ça c'est une autre formation un petit peu hybride entre la santé et les sciences, et puis à 13 h 40 donc pour vétérinaire. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors attends. Alors, c'est-à-dire, tu considères en double licence parce qu'il y a de la biologie et de la géologie, ou le parcours SVT par la suite? Alors, oui, effectivement, j'en ai pas parlé là. Il y a aussi une conférence pour la double licence, d'ailleurs, je l'ai noté, à 14 h. On a une double licence SVT maths, enfin sciences, biologie, mathématiques. Et oui, effectivement, pour cette double licence, il y a plus de travail, notamment parce qu'il y a plus d'heures. À la fin du cursus, on vous délivre un double diplôme. Vous avez à la fois la licence de biologie et la licence de maths. Et donc, forcément, en première année, vous avez, on va dire, 10% d'heures en plus. En deuxième année, 20%. Troisième année, 30%. Ça augmente petit à petit pour que vous soyez plus à l'aise dans vos enseignements. Et donc, vous êtes à cheval avec une partie des enseignements de bio, une partie des enseignements de maths. Et voilà. Et puis, ça progresse petit à petit. Et donc, la charge de travail, bien évidemment, est supérieure. Et c'est une licence, une double licence qui est sélective, d'ailleurs. Oui. Alors, bonne question. Je répète pour ceux qui sont à distance, qui regardent la visio. Donc, cette jeune femme demande, est-ce qu'avec l'option LAS, on a accès au cursus aménagé? Alors, en théorie, non. C'est-à-dire que dans le cursus aménagé, les transversales sont étalées en 2 ans. Par contre, vous pouvez accéder à la LAS en deuxième et en troisième année. Donc les étudiants qui font le cursus aménagé, ils font leur cursus aménagé en première, enfin étalé sur 2 ans. Et à l'issue de ce cursus, ils postulent comme les autres dans les candidats pour faire la LAS en deuxième année. Et en général, s'ils ont eu des bonnes notes, ils sont pris. On a déjà eu des cas d'étudiants qui ont été pris. Donc c'est pas du tout un frein, simplement ça retarde la tentative du concours. Vous avez 2 chances pour le concours, donc ça veut dire que si vous rentrez en LAS 2, vous pouvez tenter le concours en LAS 2, et si vous échouez, à nouveau en LAS 3. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de refaire les modules Accès Santé. Le module Accès Santé, vous le faites la première année pendant laquelle vous postulez à la licence Accès Santé, et ensuite les crédits sont, enfin les notes sont capitalisées, vous les gardez, vous continuez votre cursus normalement et simplement vous représentez la sélection au concours sans refaire les modules du concours, si vous les avez validés bien évidemment. Oui. Alors, bonne question. Donc, on me demande l'algorithme qui trie les dossiers. Alors, l'algorithme, c'est nous qui le paramétrons, donc les enseignants. Dans cet algorithme, on prend en compte vos notes de spécialité de première et de terminale. Et on met des coefficients un peu plus forts sur les spécialités scientifiques, puisque c'est ça qu'on recommande. Donc, nous, on recommande 3 spécialités scientifiques en première et 2 spécialités scientifiques en terminale. Peu importe lesquelles, que ça soit NSI, SVT, physique, maths, c'est vraiment... de toute façon, stratégiquement, prenez les spécialités qui vous plaisent et où vous allez avoir les meilleures notes, où vous êtes les meilleurs. Bien évidemment, ceux qui ont fait SVT en terminale, qui ont gardé SVT, on met un petit coefficient supérieur sur SVT, parce que c'est ceux où on sait qu'ils sont là pour des bonnes raisons a priori. Mais globalement, tous les étudiants qui ont des spécialités scientifiques, ça fonctionne pour nous. On ne va pas exclure certains profils. Donc on prend les notes de spé, on prend aussi les notes d'anglais, puisque nous, à l'université, malheureusement, la seule langue qu'on utilise et pour laquelle on forme les étudiants, c'est l'anglais. Alors, bien évidemment, les étudiants qui ne font pas anglais, on prend leur note de LV1. D'accord ? Vous n'êtes pas pénalisé si vous n'avez pas fait d'anglais, mais sachez qu'en tout cas, nous, on vous forme uniquement à l'anglais.
Donc on prend vos notes de LV1, on prend en compte si vous avez fait une classe européenne ou voilà, de ce genre de choses, on prend aussi les notes éventuellement d'euros. Et puis les notes du bac français, qui nous servent de dénominateur commun, puisque tout le monde passe les mêmes épreuves. Et donc, c'est la seule note du bac qu'on a, nous, dans Parcoursup, puisque finalement, les autres notes, elles arriveront après qu'on ait fini le classement. Donc, on prend le bac français et puis donc les notes de spécialité. Voilà. On vous dit que vous pouvez mettre une lettre de motivation. Cette lettre de motivation, elle n'est pas prise en compte par l'algorithme au départ. C'est-à-dire qu'on les ouvre pour tous les cas qui, une fois le classement généré, ressortent en rouge. Il vous manque des notes parce que vous avez été absent, vous avez changé d'établissement, enfin voilà, tous les dossiers qui ont l'air d'être un petit peu étonnants. Pour cela, on ouvre la lettre de motivation pour voir ce qui se passe. Mais d'un point de vue, on va dire, standardisé, on n'ouvre pas les lettres, on ne lit pas les lettres. Par contre, si vous avez une situation de handicap, par exemple, ou si vous êtes sportif de haut niveau, ça apparaît dans le classement. Et donc, dans ce cas-là, on va voir vos dossiers. Voilà, qu'est-ce qu'on prend d'autre en compte? On prend aussi la fiche à venir. Donc, la fiche à venir, c'est en gros une notation que donne l'établissement sur le comportement, l'implication et la qualité de l'élève par rapport aux compétences sociales, on va dire, et éducatives que doit avoir un élève. Donc nous, on prend en compte cette fiche à venir aussi dans le classement, et pour le parcours aménagé, on exclut les étudiants qui ont une fiche à venir avec des notes très très basses, qui sont problématiques, qui ont eu des soucis de comportement. On essaye dans ces cas-là de ne pas les mettre dans ce parcours aménagé parce que c'est un parcours qui est qui nous demande, nous aussi, beaucoup d'implication. Les étudiants qui sont là, ils ont fait le choix d'étaler leur année pour travailler efficacement et on n'a pas envie d'avoir des étudiants qui ne sont pas sérieux dans ce parcours. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de l'algorithme. Alors, l'origine géographique, ça, c'est pas nous. C'est-à-dire que nous, on classe tous les candidats de la même façon. Il n'y a pas de distinction, mais le rectorat applique un taux d'extérieur à l'académie qui est variable chaque année, qui est autour de 5-6%. C'est-à-dire que les personnes, enfin tout le monde est classé, et les 5-6% d'extérieur les mieux classés sont appelés, et ensuite les autres sont rebasculés en fin de classement. Ça veut dire que si vous êtes extérieur à l'académie, ça peut être problématique pour rentrer chez nous, selon le classement que vous avez en tant que lycéen. Ce qui compte, c'est l'adresse des parents, en gros le listé de rattachement en terminale. Si vous voulez changer de domiciliation, c'est le rectorat qu'il faut contacter, c'est au niveau du rectorat que ça se fait. Il ne suffit pas juste de déclarer une autre adresse sur Parcoursup, ça ne fonctionne pas. Et par contre, sachez que vous pouvez, par la plateforme e-candidat dont j'ai parlé, rentrer chez nous en deuxième année avec n'importe quelle première année. Je pense par exemple à ceux qui vont faire leur première année, je ne sais pas, par exemple à Grenoble ou à Dijon, et parce qu'ils n'ont pas été pris à Lyon alors qu'ils auraient voulu venir à Lyon. Si vous validez votre première année, on ne peut pas vous refuser en deuxième année. C'est la loi européenne avec le LMD. Vous validez des crédits européens d'une licence de biologie. À aucun moment, moi, j'ai le droit de dire « Ah non, mais la licence qui vient de là-bas, on les aime pas trop, on va pas les prendre. » On prend tout le monde, on est obligé de le faire, sauf si on n'a plus de place, ce qui n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on ouvre toujours dans e-candidat l'accès à la deuxième année aux étudiants qui le souhaitent. Et on sélectionne les étudiants qui viennent d'IUT, de BTS, mais par contre, ceux qui viennent d'une autre licence, on les accepte bien volontiers. Donc si vous ne pouvez pas venir en première année, sachez que vous pourrez venir en deuxième ou en troisième année. Pour le master, c'est un peu différent. Il y a encore une nouvelle plateforme qui s'appelle Mon Master. Et donc là, à nouveau, on rebat les cartes, mais il y a moins de critères académiques. Ça répond à votre question? Oui. Alors non, il n'y a pas d'influence lycée privé, lycée public, tout simplement parce que nous, en fait, on n'a pas de moyen de coder l'origine de l'établissement avec ce critère-là. Donc, il n'y a pas d'influence pour nous. En fait, ce sont les établissements qui trient les dossiers à la main, c'est-à-dire qui sélectionnent, par exemple, je ne sais pas, certaines prépas ou certains IUT, peut-être, qu'eux peuvent faire la différence. Nous, dans l'algorithme, il n'y a pas de... Ce critère-là n'est pas pris en compte. Après, pour rentrer dans e-candidat, c'est-à-dire rentrer en deuxième ou en troisième année, là, on prend en compte et on privilégie les élèves qui viennent d'établissements publics par rapport aux établissements privés. Si on a une contrainte de place ou si à dossier équivalent, on ne peut pas prendre les deux. Mais en tout cas, en première année, on n'en tient pas du tout compte. Alors, oui, tu avais une question, puis ensuite, vas-y.
Alors, le logement, c'est le Crous qui s'en occupe. Nous, on gère rien directement à la fac. Et donc, après, c'est avec le Crous pour avoir les logements étudiants. Voilà. Oui. Alors, bonne question. Est-ce que dans le classement, c'est seulement les notes ou est-ce qu'il y a aussi les appréciations? Alors, nous, ce qui rentre dans l'algorithme, ce sont les notes. C'est pour ça que je vous dis que stratégiquement, il vaut mieux prendre des SP où vous avez des bonnes notes. C'est ça qui mouline dans la machine. Après, les appréciations, elles peuvent être pour justement, par exemple, des dossiers qu'on ouvre. Dès lors qu'on ouvre le dossier, on va lire les appréciations. Mais tant qu'on n'a pas ouvert le dossier, donc des dossiers où il y a 5 SP scientifiques, enfin en première, en terminale, où on a toutes les notes, où il n'y a pas de souci, on n'a aucune raison d'aller lire les appréciations, on fait confiance aux notes. Voilà. Et certains aussi, j'en profite, disent est-ce qu'on compare avec la moyenne de la classe, etc. Non, ça non plus. L'algorithme, il prend la note de l'élève et ensuite, si on a besoin, à dossier égal et qu'il faut réouvrir pour aller reclasser certains dossiers qui ont l'air d'être... Après, l'algorithme nous signale, par exemple, si c'est bizarre, il y a plein de dossiers similaires qui se retrouvent groupés en paquets. Donc là, on va aller voir quel est le biais, est-ce qu'il n'y a pas un problème. Mais sinon, on n'ouvre pas non plus, on n'a pas cet élément-là. Voilà. Eh bien, c'est terminé. Alors, je vous remercie déjà d'être là, d'avoir assisté à cette conférence.